Merci, on est ravis de vous accueillir. Donc moi je me présente, Amélie Vité, je suis responsable santé et écologie chez Harmonie Mutuelle et je vais animer cet atelier. Je suis accompagnée d'Olivier Barre, Didier Livio et Lionel Fournier. Donc je vais vous présenter aussi. Didier, vous êtes responsable des questions sociales et environnementales de stratégie de développement durable et de communication. Et vous êtes cofondateur aussi de Faute Pilote, première plateforme digitale européenne qui permet aux acteurs du secteur de l'agroalimentaire de piloter leur impact environnemental de la ferme à l'usine. Vous nous en direz un mot. Olivier Barre, vous êtes responsable des projets économie circulaire B2B pour Decathlon. Et Lionel Fournier, vous êtes directeur santé écologie d'Harmonie Mutuelle et directeur développement durable du groupe Vive. Donc nous sommes là pour 45 minutes. On va garder du temps en fin de séance pour vos questions. Et puis on va commencer directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui n'étaient pas là au premier atelier, on a posé vraiment le constat de l'impact du dérèglement climatique sur la santé, qui sont complexes et protéiformes. On a vu des effets indirects qui sont nombreux, même difficiles aussi de faire le tour de manière exhaustive. Stress thermique, maladies respiratoires, anxiété, voilà. On aurait pu faire une illustration concrète en France aussi, quand on sait que 100 000 décès seraient attribuables en France aux particules fines. Voilà, on peut se poser les questions justement de notre impact. Donc aujourd'hui, justement, on va revenir aussi sur le contexte en entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles ont justement eu cet effet choc et cette prise de conscience et comment elles agissent? Je commence par Didier. Vous qui avez pu justement voir l'évolution des entreprises ces dernières années, quel est votre retour? Quel est votre partage? Est-ce que les entreprises justement ont conscience de l'ampleur de ces enjeux? Bonjour à tous, merci Amélie. Ouais, vous observiez que je fais ce métier depuis 40 ans, donc je ne vais pas vous faire 40 ans d'histoire de l'évolution des entreprises, mais regardons les 10 dernières années qui sont sans doute les plus intéressantes quant à la question et à l'évolution de la conscience. Je pense qu'il y a 3 principaux facteurs qui ont conduit à une évolution plus rapide depuis 10 ans. Tout d'abord, je pense qu'on le sait tous dans la salle, la réglementation, avec un pays, la France, très en avance en Europe et dans le monde sur ces questions. Donc une réglementation qui sert de voiture-balai et qui à la fois tire et pousse en quelque sorte. Les ONG qui ont joué un rôle considérable dans un certain nombre de secteurs d'activité, comme l'alimentaire, qui est un secteur que je connais bien. Et effectivement, on a une pression des ONG dans l'alimentaire qui a conduit à une évolution large sur toutes les questions environnementales, bien-être animal, etc. Et puis les médias qui ont joué un rôle important dans la relation avec la réglementation et les ONG, et ça se cristallise. Et ça pousse à une prise de conscience plus rapide et à une évolution. Et puis, dans les 5-7 dernières années, et vraiment encore plus là depuis 2 ans, il y a 2 secteurs qui viennent accélérer ça, c'est la finance et l'assurance. La finance parce qu'on voit aujourd'hui des fonds, il y a de nombreux fonds à impact, mais qui n'en ont souvent que le nom. Mais il y a quelques fonds à impact qui font un travail plus approfondi, plus sérieux et qui effectivement vont vraiment conditionner leur investissement à une situation de l'entreprise sur les questions de développement durable et à une transition à engager, à mesurer et sur lesquelles les dirigeants vont être évalués pas seulement sur la question économique mais aussi environnementale et sociale. Et ça, évidemment, quand les entreprises se trouvent confrontées à une absence possible de financement ou un conditionnement du financement, ça accélère considérablement les choses. L'assurance, parce qu'on voit qu'il y a des risques d'assurabilité et donc les assurances vont être plus prévenantes là-dessus. Et les banques, je travaille pour une banque que je ne peux pas citer actuellement, une très grosse banque française, qui aujourd'hui est en train de mettre au point, grâce à nous, un système d'évaluation extra-financière des PME, TPE non soumises forcément aux réglementations, mais parce qu'elles sont prises dans des supply chains qui va les obliger à une évolution, pour évaluer le risque de ces entreprises sur les questions environnementales et sociales, et les accompagner dans les crédits par des bonus et des malus. Et donc, vous voyez qu'on va rentrer tout d'un coup sur une pression nouvelle pour des entreprises qui n'en ont pas forcément pris conscience. Donc je pense que la conscience... Et enfin, dernier point, les salariés, et notamment les plus jeunes générations, qui aujourd'hui commencent à conditionner
leur arrivée dans une entreprise a sa capacité à montrer patte blanche sur les questions de développement durable. Et on voit de jeunes diplômés aujourd'hui qui vont plus dans les entreprises de la voie royale parce qu'elles considèrent qu'elles ne sont pas suffisamment satisfaisantes sur ces questions-là. Donc tout ça fait une cristallisation socio-réglementaire, si je puis dire, qui, si les entrepreneurs en ont pas conscience, c'est qu'ils sont sourds, aveugles, qui regardent pas le monde. Voilà. Maintenant, quand on a dit ça, quelle est la nature de cette conscience? Moi, ce que je vois, c'est que finalement, et cet événement le montre sous deux aspects, à la fois son importance, le nombre de personnes qui sont là, mais aussi le fait qu'il y a un certain nombre de thèmes qui sont traités, qui sont des thèmes qu'on connaît depuis 35 ans. Donc, mais si on les traite, ce n'est pas une critique à l'égard des organisateurs, c'est que si ces thèmes arrivent aujourd'hui, c'est que finalement on aurait pu les prendre en main il y a plus longtemps, mais on commence à les prendre en main plus massivement, et c'est tant mieux. Et donc c'est le thème du climat. Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a une conscience massive de la question climatique. Il y a une conscience qui n'existe pas, mais qui est très urgente, c'est celle de l'évolution des modèles économiques. Et celle-là, elle est plus, et je terminerai là-dessus, elle est plus ténue, on va dire, dans la conscience que les dirigeants peuvent avoir de la nécessité de changer de modèle économique pour faire face aux enjeux environnementaux et sociaux. Parce qu'un modèle constant, on ne va pas y arriver, mais j'y reviendrai. Donc si je termine sur votre question, Amélie, sur la photo à laquelle ça nous amène aujourd'hui, à date, je dirais, c'est une courbe de Gauss. Il y a trois catégories, cette courbe de Gauss qui est très grosse au milieu et très plate des deux côtés. À gauche, on va trouver des entreprises qui jouent encore la montre en se disant j'attends la réglementation, qui sont pour certains climato-sceptiques encore, il en reste, qui vont avoir des lectures politiques des choses, qui peuvent s'amplifier avec ce qui est en train de se passer en ce moment, en se disant tout ça c'est un truc de verre chevelu dans le Larzac, ça finira par passer. Bon, ça existe encore, mais ça représente, je dirais, un tout petit quart, mais c'est quand même encore beaucoup. Mais elles sont quand même conscientes, mais pour différentes raisons, elles mettent rien en œuvre. Elles traînent des pieds, elles mettent rien en œuvre. Souvent à leur corps défendant, parce que c'est beaucoup de PME, TPE qui n'ont pas les moyens de faire, sur tous les plans, y compris financiers et humains, et force est de constater que malheureusement, les fédérations professionnelles accompagnent mal ça. Depuis 10 ans, beaucoup de fédérations professionnelles se sont saisies de ces questions, ont mis en place des plans verts de toute nature, mais finalement, ça n'engraine pas et ça n'entraîne pas par milliers des PME, TPE qui pourraient être embarqués dans ces mouvements. Et c'est là que les banques vont intervenir. La banque pour laquelle on travaille, c'est quand même 100 000 clients. Ces 100 000 clients, dans les 18 mois qui viennent, vont être touchés par un embarquement vers ces questions, y compris des petites entreprises de 3 personnes. Donc ça va aller, mais ce groupe-là pourrait être décrit comme ça. Au milieu, c'est le groupe de la RSE, je dirais. C'est-à-dire que soit parce que ce sont des entreprises de grosse taille qui sont soumises à des réglementations, soit parce qu'elles sont prises sous la pression de leurs clients en B2C, soit parce qu'elles sont embarquées dans des supply chains où elles doivent rendre des comptes à des gens qui sont soumis à la réglementation. Ça, c'est 70-80%. La conscience est là. Elles ont quasiment toutes des plans RSE ou des stratégies RSE ou des stratégies de développement durable qui se mettent assez mal en place. Mais ça, on y reviendra après. Mais il y a la conscience, ça existe, et il y a des choses qui se font. Et enfin, pour un petit 10-15%, souvent des grandes entreprises ou des entreprises dont les dirigeants sont éclairés, on est sur des transitions de modèle. Moi, depuis 5 ans, je vois des chefs d'entreprise, alors que c'était moi qui poussais dans les 10-15 dernières années chez mes clients. Depuis 5 ans, j'ai des appels entrants de gens qui me disent Didier, on aimerait retravailler sur notre modèle économique. Et ça, je ne peux pas vous donner de nom, mais de grandes entreprises, y compris des entreprises cotées. On cherche à repenser le modèle dans un triple objectif, environnemental, social et économique. Et on ne met plus l'économie comme une condition première à la réalisation de l'environnement et du social. On va chercher à la fois, de façon systémique, à satisfaire aux questions économiques, environnementale et sociale. Et ces entreprises, ça touche au management et à la question que vous posiez, ces entreprises, elles sont confrontées à une carence managériale. Pour 2 raisons. Parce que pour répondre, il faut reconnaître qu'il y a une tension contraire entre l'économique, le social et l'environnement. Il faut pas se voiler la face là-dessus. C'est pour ça qu'on a fait des petits compromis pendant 30 ans. Si on veut répondre à la fois avec la même force aux exigences sociales, environnementales et économiques, il faut un saut créatif
gigantesque, qui est possible. Je l'ai toujours vu se réaliser. Mais il faut un saut créatif pour inventer des solutions, des modèles organisationnels qui vont répondre à la fois aux trois choses. C'est possible, mais pour ça, il faut des entreprises vraiment qui libèrent la créativité et l'initiative, qui libèrent la coopération, la fameuse transversalité dont on parle depuis 40 ans. Cette fois-ci, si on ne la met pas en place, il n'y aura pas cette créativité-là. Et il faut des modèles managériaux qui ne confondent pas des modèles managériaux réellement féconds sur le plan du développement personnel, qui vont libérer l'initiative, le travail collectif, la solidarité entre les services, la solidarité entre les personnes, etc. Et juste mettre des baby-foot et des canapés de couleur. Voilà. La Startup Nation, elle est, et dont je fais partie avec Footpilote, elle est catastrophique sur le plan managérial, souvent. Et parce qu'on confond... pour être raide, baby-foot et canapé de couleur et modèle managérial. Et je pense que l'évolution des métiers du service nous a fait perdre tout ce qu'on avait acquis pendant 30 ans dans l'amélioration des conditions du travail, dans la qualité, dans qu'est-ce que c'était que le management, qu'est-ce que c'était qu'un vrai entretien duel, etc. etc. Voilà. Donc c'est possible, mais ça va nous demander cet effort-là pour y arriver. Merci Didier. Lionel, vous voulez rajouter aussi quelque chose par la mise en réaction? Oui, par rapport à ce que dit Didier, deux choses. Je pense qu'il y a, et Didier c'était sous-entendu dans tout ce qu'il disait, je pense qu'il y a une question stratégique pour l'avenir des entreprises, comme on le voit d'ailleurs pour l'avenir des pays et des continents. Hein, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une course, en particulier entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, chacun à sa façon, sur la transition écologique. Après, chacun le fait à sa manière. Mais aujourd'hui, quand on voit les sommes qui sont investies, par exemple, dans le cadre de l'IRA, par les États-Unis, sur la transition, cette fois-ci beaucoup plus énergétique peut-être qu'écologique, mais quand même, hein, sur la production d'énergie renouvelable, la Chine qui, depuis une dizaine d'années, on le sait très peu. Alors c'est vrai qu'on regarde de la Chine la question des mines de charbon qui continuent à ouvrir. Mais de l'autre côté, ils ont beaucoup investi, et plus que l'Europe ou les États-Unis, sur la production de renouvelables. Et ils ont un projet de société écologique. Et a priori, pour la première fois, là, récemment, ils viennent de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà. Et donc ça veut dire que si ces pays-là qui sont en train de faire la compétition sont persuadés que c'est une question d'économie de demain, etc., ben, je pense que pour les entreprises, ça les concerne aussi. C'est le premier point. Et puis, un mot, j'étais récemment invité là, par une fédération professionnelle, et là, j'avais affaire à un parterre de petits commerçants, bon, je pense que si on avait fait un sondage, ils étaient largement, en termes de représentation, vous voyez ce que je veux dire, enfin, voilà, sociologiquement, ils avaient plutôt tendance à voter. Et ben, n'empêche que quand on leur parle de ces sujets-là, si on trouve la bonne manière de leur parler, et là, moi, je suis rentré par la question de la santé, eh bien, ça les intéresse. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être à trouver les moyens d'ouvrir la discussion pour dépasser les affrontements ou les rejets qu'on peut avoir. Ici, Didier, on revient justement sur la réussite de cette transition. Comment on arrive à pallier justement les freins qu'elles on a commencé à citer? C'est quoi les étapes que doivent réaliser les entreprises pour réussir leur transition? Déjà, un mot qui fait la suite de ce que je disais pour bien répondre à votre question. Je pense qu'on est à Tech for Climate. Pour tous ceux d'entre vous qui avaient conduit des stratégies climatiques, vous le savez, à modèle constant, on ne divisera pas par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise sur son scope 3. Ce n'est pas possible, quel que soit le secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on doit bien repenser le modèle de production, le modèle organisationnel, le modèle managérial. Il faut repenser le modèle économique dans la triple performance. Au mieux, j'ai 30 ans de recul sur des stratégies climatiques que j'ai pu voir. À modèle constant, on fait 3, 5, 7, 8, allez, 10% de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les 3 à 5 premières années. Ensuite, ça devient dur. Et quand on a fait 18, 20, 22, 25, on est au bout du monde. Voilà. Donc pour aller chercher une division par 2, qui est ce qui nous attend, il faut vraiment une RSE qui repense le modèle économique et le modèle de production. Et ça répond donc aux étapes. Pour moi, il y en a 5. La première, on en a bien parlé, c'est la prise de conscience. Évidemment, sans prise de conscience, ça n'avancera pas. La deuxième, c'est de monter des politiques climatiques à modèle constant, parce que ça, on n'a pas le choix.
Pour démarrer, il faut bien démarrer avec le modèle qu'on a, et ce serait une illusion de penser qu'on peut changer le modèle économique d'une entreprise de 50 personnes ou de 5000 personnes du jour au lendemain, et ça doit se penser, ça prend du temps pour se penser. Fort heureusement, c'est pas grave dans les 5 ou 7 premières années, parce que de toute façon, même si on cherche, je pense à une très grande entreprise industrielle que j'accompagne depuis 15 ans sur la transformation de son modèle industriel au niveau mondial, on arrive à la 15e année, on commence à voir le modèle se mettre en place que l'on avait pensé il y a 15 ans. Donc pendant ces 10 années-là, on a bossé la décarbonation du modèle à modèle constant. Donc de toute façon, la décarbonation du modèle, il faut l'attaquer avec les modèles d'aujourd'hui. Mais ça nous amène à la 3e étape, qui est qu'en parallèle de ça, et c'est là qu'il faut des COMEX, des dirigeants éclairés, ou des actionnaires qui font leur job, ou des banques qui poussent, il faut s'ouvrir les chakras pour repenser le modèle. Voilà. Et le repenser en allant chercher une division par 2 ou par 4 des émissions de gaz à effet de serre sur le scope 3, en comprenant le dernier du dernier des fournisseurs. Et c'est ça qui va aussi modifier les modèles managériaux, parce qu'il va falloir modifier le curseur entre concurrence et confraternité, parce qu'il va falloir faire des recherches avec des confrères, parce que dans une filière, il va falloir plus de solidarité dans la filière pour inventer ensemble. C'est tout ça que ça ouvre si on va attaquer le mur de la division par deux du climat. Et le 4e point, c'est que pour réussir ça, à la fois la décarbonation du modèle actuel et inventer le modèle de demain, il faut s'attaquer, et ça, peu d'entreprises le font, à l'intimité des pratiques professionnelles. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que, et c'est là que ça rejoint la question du management, qu'est-ce que c'est que décarboner un modèle? C'est changer de geste professionnel, tous les gestes professionnels. Dans l'alimentaire, ça va être de changer les pratiques agricoles au champ pour la culture d'un blé. À l'usine, ça va être repenser les modes de cuisson d'un jambon et les mettre en œuvre et penser la taille de la marmite dans laquelle les jambons vont cuire. Et chez McDo, ça va être allumer quand il faut. Ça va être mettre des couvercles sur les friteuses et faire l'effort d'ouvrir pour mettre les frites. Et s'il y a 2 minutes, rebaisser le couvercle. Voilà. C'est dans cette intimité-là qu'on obtient la décarbonation. Donc, il faut aller chercher cette intimité-là, et ça, peu d'entreprises le font. Et enfin, quand on en est là, pour ça que j'ai créé Foodpilot et que j'ai cherché à me mettre sur le marché, mais on y avait travaillé 15 ans, un outil qui permet vraiment de piloter et de mesurer. Il faut mesurer et piloter. Parce que si on va chercher le geste, on a 60 usines, on a 4 usines, on a 5000 salariés en production, on a 2000 agriculteurs qui nous fournissent 40 000 tonnes de blé. Comment on s'assure que ces 2000 agriculteurs qui fournissent 40 000 tonnes de blé, qui doivent mettre en place cette pratique, qui doivent faire cette transition pour passer de 0 agriculteurs qui mettent en place cette pratique à X agriculteurs qui font... En quel rythme on passe d'un agriculteur à 1000 sur ces de 1 à 1000, combien mettent en place 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pratiques pour arriver au bout de 7 ans à 2000 agriculteurs qui mettent en place cette pratique. Voilà. Ça se pilote tous les 6 mois, tous les mois. Entreprise dans laquelle on sort bilan carbone tous les jours, bilan eau, bilan déchets tous les jours, avec des mesures rectificatives, etc. Voilà. Et si on attaque ça, c'est enthousiasmant, génial, la transition se fait, la fierté est là, les consommateurs sont contents, il faut y aller. Merci Didier. Ok, donc pour la transformation, et Olivier, je voulais vous questionner justement par la mise en action. Qu'est-ce que Decathlon aussi a mis en action depuis ces dernières années aussi sur votre transformation de modèle? Merci pour la proposition de témoigner, de partager. Avec beaucoup d'humilité par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin. Voilà. Combien, comme le disait tout à l'heure Didier, combien c'est difficile et que c'est en chemin long. Donc notre mission, Decathlon, depuis plus de 50 ans, c'est d'activer la pratique sportive. Alors, au sens le plus large, pas le sport de compétition, mais d'activer ça. Donc, voilà, en termes de santé, notre ADN, la raison d'être, elle vise à y contribuer positivement. Pour autant, notre activité, on est bien conscient qu'elle a un impact important sur l'environnement et donc sur ce qui est les terrains de jeu, les terrains de pratique du quotidien.
Donc c'est pourquoi Decathlon a pris, il y a de ça quelques années, l'engagement de réduire, comme un grand nombre d'entreprises, mais de viser la neutralité carbone 2050 avec une trajectoire donc, qui a été validée par des experts externes, etc. Nous amène à une cible à moins 20% à 2026, moins 42% à 2030 par rapport à nos émissions de 2021. Alors déjà, ça a été un premier sujet, un premier point de transformation, de regarder en valeur absolue nos émissions et pas simplement en valeur relative, et donc pas simplement, comme on faisait avant, notre efficience. Parce que voilà, on visait à réduire l'intensité carbone de l'activité, alors que là, on va la réduire en valeur absolue. Donc premier changement. Si on regarde, nous, notre activité, comme l'ensemble des producteurs, le sujet, c'est nos produits. Voilà. Si on regarde notre bilan carbone au global, notre empreinte, à peu près 80% de notre empreinte, elle est liée à nos produits, donc de l'extraction de matières premières jusqu'à la fin de vie, mais ça se joue principalement extraction-production. Deuxième sujet, ça va être après la mobilité, on pourrait peut-être en redire en mots tout à l'heure, à la fois des collaborateurs et des clients. Parce que historiquement, le modèle veut que les magasins sont loin des lieux où sont situés les transports en commun, etc. Voilà. Donc ça se joue là, d'abord nos produits et ensuite la mobilité, on en reparlera. Et donc sur le premier élément qui est sur nos produits, donc là ça fait vraiment écho à ce que vous disiez Didier, deux gros sujets ou deux gros axes qui n'ont pas fini de nous occuper. C'est décarboner notre modèle historique. Voilà. Et ça tout le long de la chaîne, en regardant tous les éléments. Donc ça part bien sûr pour nous de l'éco-conception des produits sur lesquels les équipes sont engagées depuis un moment, jusqu'à travailler, accompagner avec les partenaires fournisseurs sur l'énergie qu'ils vont utiliser dans l'ensemble des pays sur lesquels on est. Et deuxième sujet, c'est des nouveaux modèles d'affaires. Voilà. Modèle d'affaires circulaire, et si vous avez l'occasion d'aller dans un magasin Decathlon, c'est la location, c'est la seconde vie par exemple. Okay. Et vous projetez comment maintenant après aussi sur d'autres actions, vos futurs chantiers ? Déjà de cela, je pense qu'on n'est pas rendu. Je crois que depuis, ça fait plusieurs années déjà que les équipes de conception, etc., sont sensibilisées et travaillent sur la décarbonation du modèle. Travaillent avec les fournisseurs en production, etc. L'éco-conception des produits. L'enjeu maintenant, c'est travailler, mettre à l'échelle, accélérer les nouveaux modèles d'affaires circulaires. Voilà. Il y a un vrai sujet. Et c'est vraiment pas le plus facile. Et ensuite, on va au-delà, mais on commence déjà à y travailler, c'est que jusqu'à présent, on a parlé d'une limite planétaire qui était le CO2, enfin le carbone et le climat. Il y a les autres. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment, l'ambition, c'est d'avoir la même démarche qu'on a pu avoir, qu'on a sur le carbone, sur la biodiversité, sur l'eau. Voilà. Moi, j'étais ravi d'apprendre, et j'ai pris ça la semaine dernière, qu'il y a quelques mois, le COSTRAT de Decathlon, c'est-à-dire en réunion des actionnaires, en fait, avait passé 2 heures il y a quelques mois pour parler biodiversité. Donc on commence à se dire, tiens, c'est des sujets qui commencent à infuser. Donc il y a des premières actions qui sont un peu accessoires, qui commencent à avoir lieu dans tel ou tel magasin, donc remplacement des parkings, etc. Le gros sujet vont encore être, évidemment, tout au début de la chaîne, l'extraction des matières premières, la production, même chose pour l'eau. Donc c'est de la même manière, il y a des équipes qui commencent à travailler sur ces sujets pour mettre en place des plans avec de la même manière qu'on le fait sur le carbone. Merci. Du coup, je voulais rebondir sur la thématique aussi biodiversité, santé aussi de l'environnement. Lionel, pour représenter Harmonie Mutuelle en tant qu'acteur de santé, justement, c'est quoi les initiatives portées par Harmonie Mutuelle ? Ouais, alors ce que je peux dire, d'abord, c'est peut-être de dire que nous, on veut intervenir sur 3 niveaux, quasiment 4. Premier niveau, c'est, ce qu'on veut, on a commencé à intervenir, c'est sur nos propres empreintes environnementales. Donc, les émissions carbone, pour faire simple, de nos déplacements, de nos bâtiments, de tout le fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'est le premier niveau. Mais si on en reste là, si j'en crois le premier bilan carbone qu'on a fait en 2019,
on n'est même pas à 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est bien de le faire, mais c'est parce qu'il y a une question d'exemplarité de mise en route. Et puis, comme on veut entraîner, il faut déjà qu'on soit passé aux travaux pratiques, je pense. Déjà, ça donne déjà un peu de lucidité. Et voilà. Premier niveau. Deuxième niveau, on est une mutuelle, la première mutuelle de France, avec 5 millions de personnes protégées. Et il se trouve que les personnes, une part de leur cotisation, on la met de côté pour pouvoir être en mesure de prendre en charge le risque si jamais ils en ont besoin un peu plus tard. Donc, on a, pour faire clair, des placements qui sont réglementés, ils sont obligatoires. C'est l'épargne, on va dire, et qu'on place sur les marchés d'investissement, sur les marchés financiers, via des fonds. Donc là, on travaille avec pas mal de succès sur la décarbonation des investissements sur lesquels on intervient. Et là, j'ai eu le chiffre la semaine dernière, on a fait moins 44% entre 2019 et 2023. Sur le fonctionnement, on a fait moins 13% entre 2019 et 2023. Et puis, il y a un troisième niveau sur lequel on va intervenir, qui finalement est là où on a l'impact le plus fort. On a calculé l'impact carbone, on pourrait le faire en biodiversité peut-être un jour, etc. Mais on a commencé par ça, l'impact carbone des soins et dispositifs médicaux qu'on rembourse. Se soigner, ça a un impact en matière d'émissions. Et alors, on n'est pas responsable du fait que les gens soignent, on pense quand même qu'on facilite par notre accompagnement financier la capacité à soigner, nous sommes très contents, et on se dit qu'on peut peut-être agir sur le sujet. Alors, on ne pourra pas agir partout. Mais on sait par exemple qu'aujourd'hui, il y a je vois les lunettes, il y a un certain nombre de dispositifs médicaux. Alors ça peut peut-être paraître epsilon, mais multiplié par des millions de Français portent, ça commence à peser. Par exemple les lunettes, on sait que c'est des dispositifs médicaux aujourd'hui dans lesquels, pour faire très simple, on a un certain gaspillage. Aujourd'hui, un Français en moyenne change ses lunettes tous les un peu plus de 2 ans. On est les champions du monde de la fréquence du renouvellement des lunettes. Je ne pense pas que ça soit génétique. C'est peut-être dû au fait qu'on a droit à une paire de lunettes pris en charge dans le cadre du 100% santé tous les 2 ans. C'est peut-être à mon avis ça. Donc il y a sûrement du gaspillage. Aujourd'hui, le réemploi des lunettes est interdit. Pareil pour les orthèses et les prothèses. Là, on se dit, on peut agir. Et puis le quatrième niveau sur lequel on veut agir, j'évoquais pour ceux qui étaient là tout à l'heure, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on a probablement des conditions de vie qui, après avoir beaucoup amélioré notre santé, entre 1750, avant le début de l'ère industrielle, et 2010, on a triplé notre espérance de vie. Triplé. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on est quand même dans un mode de vie qui n'a pas que des... Voilà. Alors par contre, depuis 2014 en France, on n'augmente plus notre espérance de vie quasiment. Vous regarderez, depuis 10 ans, ça n'augmente plus. Donc ça veut dire qu'on a probablement, avec une progression des maladies chroniques, etc. Donc on se dit qu'on peut probablement agir en amont, c'est à long terme peut-être, mais c'est important, pour accompagner, que ce soit les adhérents particuliers ou les entreprises, sur faire évoluer des modes de vie, accompagner pour faire évoluer des modes de vie, et pas tout seul, pour avoir des modes de vie qui soient à la fois plus favorables à l'environnement et à la fois plus favorables à la santé. Parce qu'il y a des sujets très communs. On parlait de mobilité tout à l'heure, une mobilité moins carbonée, qui pose moins de problèmes en matière de pollution. Tu parlais des 100 000 morts probables liées à la mauvaise qualité de l'air, aux particules fines et extra-fines. C'est souvent une mobilité plus active. Pas tout le temps, mais ça peut l'être. En tout cas, c'est l'occasion. Et ça, on va essayer de le pousser. Et comme c'est difficile de changer ces modes de vie tout seul, on va faire partie des structures avec d'autres qui puissent aider à ces changements-là. Okay. Et pour l'accompagnement justement des entreprises, tu as cité l'économie circulaire avec des dispositifs médicaux, mais il y a un accompagnement aussi avec l'ADEME, peut-être que tu peux en parler. Oui, parce que sur notre dimension assurantielle, effectivement, ce qu'on veut faire, c'est être aussi incitatif. On a 70 000 entreprises clientes, des toutes petites, puis des très grosses. On a des membres du CAC 40. Et on se dit que d'abord, faire vivre ce sujet de l'environnement et de la santé dans les entreprises, ça nous paraît essentiel. On veut le faire sérieusement. Donc on s'est associé à l'ADEME. On a été les premiers d'ailleurs à contacter l'ADEME en disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc il y a eu le guide que vous avez sur vos chaises, j'espère que vous avez, qui est un guide qui permet de manière très pratico-pratique de montrer le lien dans la vie quotidienne entre la santé et l'environnement et d'avoir des conseils pratiques, mais on ne s'est pas arrêté là. On a proposé de l'éco-conditionnalité aux entreprises. On le fait pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on dit aux entreprises, voilà, si vous vous engagez dans des dispositifs structurants de décarbonation, on considère que vous êtes en train d'agir pour notre santé future.
Alors, c'est la santé planétaire, mais c'est notre santé future. Et donc, on vous accorde des avantages en matière de protection sociale pour vos salariés. Donc déjà, au passage, ça permet de casser la stupide opposition, mais qui existe si on le fait mal, entre social et environnemental. Et donc, on pense que nous, il faut lier les deux. Donc, on lie les deux. Et puis, c'est une manière d'inciter et de récompenser les efforts qu'ils ont faits. Alors, pour l'instant, on n'est que sur 3 dispositifs, parce qu'on a voulu des dispositifs très engageants. On ouvrira peut-être un peu pour embarquer encore plus d'entreprises. Et en particulier, je pense qu'on pourrait l'ouvrir aux entreprises qui commencent à engager avec l'ADEME la construction de leur stratégie climat. Okay. Et si on aborde maintenant, parce que je vois l'heure qui tourne, les conditions aussi de bonne santé des salariés au sein des entreprises, je crois que Decathlon, vous avez aussi des exemples à nous citer concrets pour, je crois que c'était le programme mobilité. Tu voulais parler, Olivier ? Oui, on parlait tout à l'heure de mobilité, on n'arrête pas de tourner autour. Mobilité, alors je vous l'ai dit, en termes d'impact carbone, au moins dans notre activité, c'est très différent dans plein d'activités de service. Pour nous, ça va rester, disons, non majeur. Mais pour autant, impact important, une petite quinzaine de pourcents, à la fois nos collaborateurs et les clients. Donc on a, comme pour l'ensemble des éléments de notre empreinte, une stratégie globale qui a été mise en place pour réduire cet impact-là et donc décarboner la mobilité avec des actions et ensuite des guides de bonnes pratiques à l'ensemble des pays où Decathlon est présent, à la fois pour changer cette mobilité-là avec des indicateurs, etc. Donc ça, c'est décarboner la mobilité. Mais au-delà de ça, à l'intérieur de la mobilité, il y a le sujet de comment je lie la décarbonation à l'activité physique, et donc la mobilité active, qui fait partie, évidemment, la marche à pied, le vélo, du cœur de notre activité, et donc dans lequel on s'implique. Alors on s'implique en tant qu'acteur des écosystèmes, voilà, avec d'autres, notamment des associations d'usagers, etc., pour nationalement ou au niveau européen à Bruxelles, faire avancer ces sujets-là pour que le sujet des voies cyclables, etc., puisse se développer. Donc ça, c'est un élément. De manière plus concrète aussi, c'est dans chacun des pays où Decathlon est présent, c'est contribuer à une meilleure accessibilité de nos sites à vélo. C'est généraliser la mise en place de garages à vélo, c'est animer toute cette démarche-là auprès des collaborateurs. C'est mettre en place le forfait mobilité durable, voilà, donc il a été mis en place dès que ça a été possible. C'est de travailler pour les sites en France avec un super programme que je vous recommande, le programme Objectif Employeur Pro Vélo, porté par la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est un véritable levier de transformation des pratiques et qui permet derrière aussi d'obtenir des aides si vous voulez équiper votre entreprise. Donc il y a un ensemble de choses qu'on peut mettre en place de manière très concrète, et ce qui est chouette dans la mobilité, au-delà de son impact positif en termes de carbone, de santé, c'est que ça permet aux collaborateurs chez nous qui vont être en magasin, en entrepôt, donc sur le terrain, de s'approprier concrètement les enjeux de transformation. Parce que la conception des produits ou l'économie de carbone au niveau de la production, c'est un peu loin de tout le monde. Par contre, on peut tous être acteurs de notre changement de mobilité. Donc là, ça permet d'avoir une vraie mobilisation sur le terrain, et ça, c'est très chouette. Et tu m'avais parlé aussi du programme Vitality aussi. Mieux manger, mieux dormir, ouais, destination des salariés. C'est quelque chose de nouveau et je trouve ça assez emblématique. Ça fait le lien un peu par rapport à des trucs qu'on a vus. C'est que on est en train de tester, à côté de tous nos programmes de formation sur les savoir-être et savoir-faire professionnels, un nouveau programme de formation pour l'ensemble des collaborateurs. Donc il y aura une dimension digitale, parce que ça doit être accessible partout dans le monde, et ensuite en présentiel sur qu'on a appelé Vitality, voilà, vitalité, sur bien manger, bien dormir, bien bouger. Voilà. Alors ça peut paraître un peu, on dit Decathlon, ils doivent bien savoir bouger, etc. Mais pour autant, on s'est aperçu que pas tant que ça. Et les premiers retours sont très positifs. Voilà, des bons conseils sur comment je dors, comment je mange bien, etc. Et donc, voilà, je me dis que peut-être c'est des choses. Alors, il y a beaucoup de choses qui existent. D'ailleurs, on en a sur nos chaises, là, des conseils. C'est comment, au sein de nos entreprises, on peut partager ces conseils-là. Voilà, qui, je me rends compte, ne sont pas aussi évidents qu'on peut l'imaginer.
Et justement, dans les apprentissages chez Decathlon, vous avez aussi accompagné des entreprises aussi, des collectivités. C'est quoi les apprentissages justement à partager aujourd'hui auprès du public? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir justement des actions de Decathlon et qu'est-ce que vous aimeriez apporter en plus comme levier d'action en fait? Donc, quoi retenir? C'est un peu en mode conclusion, quoi. Bah oui, parce qu'il est déjà à moins 10. Moi, il y a 3 mots-clés. Alors, j'aimerais bien avoir quelque chose là de dire un peu d'original, révolutionnaire. Bon, ça va pas être le cas. Il y a le portage. Didier, vous le disiez tout à l'heure. C'est comment cette stratégie-là, parce que doit être portée au plus haut niveau, voilà, l'entreprise, pour avoir un alignement qui est essentiel, parce qu'on est sur des enjeux très lourds. Deuxième sujet, c'est la mesure et l'animation. Voilà. En ce qui concerne, dans notre métier, l'élément de base, ça va être le produit, la paire de chaussures, par exemple. C'est comment je peux avoir le bilan carbone, l'empreinte de la paire de chaussures pour après consolider ça au niveau du magasin, au niveau des catégories de produits, etc. Et donc, pour que chaque équipe ait les éléments en temps réel de son empreinte et donc puisse prendre des décisions. Donc ça demande évidemment un gros sujet de travail derrière, de capture des données, de solutions digitales pour rendre toutes ces données à disposition et permettre de s'animer. Et donc, le dernier, ça va être, on en parlait aussi, un sujet de compétences. Voilà. Il me paraît important. C'est... Même si tout ce qu'on dit, et c'est dit ce matin, les scientifiques le savent depuis des dizaines d'années, c'est, en tout cas dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui sont relativement nouvelles. C'est de nouvelles expertises, de nouvelles compétences. Donc ça veut dire acquérir au sein de l'entreprise ces nouvelles compétences, ces nouvelles expertises, et aussi, en même temps, c'est transformer les métiers. Donc ça a commencé par la sensibilisation. Donc on a généralisé la fresque du climat. Aujourd'hui, il y a 18 000... peut-être 20 000 personnes à la fin de l'année qui auront vécu la fresque du climat chez Decat. Donc c'est généraliser la sensibilisation, les ateliers, etc. Mais c'est aussi transformer les métiers. Comment faire qu'un ingénieur produit, un designer deviennent les champions de l'éco-conception? C'est essentiel. Comment faire que le DAF aujourd'hui, d'hier, aujourd'hui devient, qui était CFO, devient, puisque c'est les anglicismes, CVO, Chief Value Officer. De dire, il porte aussi bien la trajectoire économique que la trajectoire environnementale. Il est le garant des deux, il doit être le garant des deux avec le même sérieux. Donc ça veut dire que son métier change. C'est-à-dire que les outils derrière doivent changer, etc., etc. Donc on a bien ce double enjeu au niveau des compétences, c'est on transforme les métiers, on n'a pas tous vocation à être expert du climat, mais on a aussi besoin de ressources nouvelles. Ouais. Lionel aussi, tu avais des conseils apprentissages il a dit qu'il n'a à pas fait partager. original, et moi je vais essayer d'ajouter des choses qu'il n'a pas dites. Roulement de tambour. Donc il y a une chose qui me semble essentielle. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait le portage au plus haut niveau, sinon il ne se passe rien. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait de l'implication, et plus que de la mobilisation au sens animation, il faut vraiment qu'à un moment donné, il y a la parole au terrain. On est sur des transformations profondes, ça a été dit, qui seront longues, et si les gens ne sont pas acteurs de ça, on fera d'abord peut-être pas le plus pertinent, il faut que ça soit lié au métier, comme ça a été dit, aux gestes. Et je pense que les gens qui font ces gestes-là, ils ont des choses à apporter. Par contre, ça veut dire quand même qu'il faut probablement, sur des sujets nouveaux, une formation. Donc c'est pour ça qu'en interne, chez Harmonie Mutuelle, au niveau du groupe, on a fait une formation sur le lien santé-environnement. Alors d'ailleurs, une partie de cette formation peut très bien être utilisée par les entreprises, donc on la met à disposition, on travaille. Voilà, donc si vous pensez que ça peut être un bon outil, c'est une bonne heure, je pense, de formation en ligne avec des grands experts, ça on peut le faire. Donc formation, 2, mobilisation et surtout vraiment participation au projet au terrain. Par exemple, au niveau du groupe, on a mis en place une convention interne santé-environnement dans lequel on a fait participer les salariés et puis comme on est une gouvernance mutualiste, aussi nos élus de terrain pour proposer des solutions. Donc deuxièmement. Et puis troisièmement, c'est ce qu'on disait, la mesure. Enfin voilà, tout n'est pas mesurable. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on va faire, même si on n'a pas tous les instruments précis de mesure, il faut quand même les faire. Mais dès lors qu'on peut mesurer pour voir si on est dans le bon sens, etc., faisons-le. Et il faut le faire. Et on est, par exemple, il me semble nécessaire de commencer par un bilan carbone
toutes les entreprises n'ont pas encore fait. Et d'ailleurs, justement, nous, on a mis en place, on a une équipe qui aujourd'hui est en capacité de faire des bilans carbone, mais en intégrant le sujet tout de suite, dès le départ, et en particulier pour la mobilisation des différents contributeurs, parce que ce n'est pas toujours rigolo, on intègre dans notre conférence d'ouverture le sujet santé, et ça marche très très bien. Voilà. Didier, pour conclure, les actions que vous aviez pu aussi voir en entreprise, des exemples concrets? Oui, on peut regarder deux exemples qui sont intéressants parce qu'ils sont alimentaires. Donc il y a le lien alimentation-santé, déjà à la fois dans la mais aussi avec l'agriculture, la santé des sols, etc. Donc déjà, il y a ce lien-là. Et puis, vous verrez deux exemples dont je vais vous parler tout de suite, mais il y a aussi un lien intéressant avec tout ce qu'on se disait sur changement de modèle et intimité. Donc ces deux exemples, c'est le gnocchi que vous connaissez tous, de la marque à petit carreau bleu qui fait 90% du marché et que beaucoup d'enfants mangent, et un jambon cru de la grande marque française de jambon cru aussi. Donc ce gnocchi, du point de vue du carbone, c'est intéressant parce que le consommateur porte 15% des émissions et l'agriculture 40%. Donc quand on regarde le bilan carbone de ce gnocchi, 40% c'est le blé dur et la semoule qui rentrent dans la fabrication du gnocchi, 15% c'est la pratique chez le consommateur. Je commence par ça parce que ça montre que dans une trajectoire de transition comme ça, sur certains produits, chacun de nous, en tant que consommateur, a sa part. Il y a trois façons de faire cuire un gnocchi: au beurre, dans l'eau et à l'huile. Le beurre, c'est 478 grammes de CO2 par paquet. L'eau, c'est 323 grammes, à condition de mettre la bonne dose, sinon ça explose, parce que si en général on remplit trop nos casseroles, et puis comme on fait autre chose en même temps, ça bout pendant des siècles avant qu'on revienne mettre le gnocchi. Donc on n'a pas pris ces comportements extrêmes qui sont courants, on a pris le bon comportement. Et l'huile, l'huile d'olive, c'est 213 grammes. Donc vous voyez déjà que rien que dans le choix du mode de cuisson, indépendamment de la façon avec laquelle je cuis, je peux diviser par deux les fameux 15%. Multiplié par les cuissons, par le nombre de cuissons. Ah ben multiplié, bien sûr, là je suis sur, si je mange du gnocchi qu'une fois dans ma vie, mais donc multiplié par le nombre de cuissons, le nombre de foyers, etc. Donc là, comment on fait quand on est industriel comme ça pour avoir une relation au consommateur? Donc il y a le pack, il y a des tas de choses, mais on voit bien qu'il y a des relations, c'est là qu'il y a un changement de modèle. Un consommateur, il n'est plus seulement acheteur d'un paquet de gnocchi, il est acteur de la transition par le paquet de gnocchi qu'il achète. Donc comment on invente de nouveaux modèles marketing relationnel, etc., pour partager ensemble l'évolution de ces modes de cuisson. Du côté des agriculteurs, prenez 40% de l'impact du gnocchi, c'est le blé dur. Bon, là c'est plus maîtrisé, et là on a un système que j'ai participé à construire avec Foodpilot pour le futur affichage environnemental qui arrive, c'est le système dit semi-spécifique, qui est une idée toute simple. Ça ne mérite pas un prix Nobel, qui est l'idée de regarder sur les 30 ou 40 pratiques de production d'un blé ou d'un jambon, enfin, ou d'un porc ou d'un poulet, etc., quelles sont celles qui ont le plus d'impact. Et la règle de Pareto s'applique puissance 10, puisque on peut globalement, on est plus dans les 5,95 que dans les 20,80. C'est-à-dire qu'avec 3 ou 4 pratiques agricoles, vous touchez 80% de l'impact que vous voulez corriger d'un blé. Donc, en réduisant la dose d'azote, en gérant mieux le sol et en gérant mieux l'énergie des passages des engins sur les parcelles, on peut gagner 40% sur ces 40%. Donc vous voyez que déjà, rien qu'en travaillant sur ces deux choses-là, on atteint 25%. Et sur les 45% qui restent, qui sont de la responsabilité directe de l'industriel, c'est contre-intuitif, mais c'est vrai dans tous les modèles. Le fret, c'est entre 4 et 7%. Les emballages, c'est 4 à 7%. Donc on va toucher tout ça, on va changer d'emballage. Mais vous voyez que si on change d'emballage, on a besoin du consommateur aussi, bon, etc., etc. Donc c'est bien dans cette intimité-là qu'on peut aller chercher, vraiment, et en 5 ans, on peut le faire, je pense qu'on va le faire, une division par 2 des émissions de gaz à effet de serre de la production du gnocchi. Le jambon, c'est formidable. Parce que le jambon, on n'a pas besoin du consommateur, puisqu'il suffit d'ouvrir l'emballage et de bien le jeter, c'est-à-dire de séparer le dessus du dessous. Mais bon, ça, c'est pas un gros effort, parce que c'est pas le même plastique, donc pour que ça soit trié dans la poubelle jaune, il ne faut pas que vous laissiez l'opercule coller quand vous... Bien sûr, donc il faut que vous...
Bon, allez, on va pas faire. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais il faut penser à arracher, sinon sur les trommelles de tri, c'est trié comme un rebut. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais le seul geste qui vous. Voilà, le seul geste qui vous revient, c'est ça, donc ça pèse pas pour beaucoup, même si ça a une conséquence dans le tri des barquettes de jambon. Par contre, dans une tranche de jambon, vous imaginez, il y a tout, le fret, les emballages, le cycle industriel, la cuisson, etc. Donc, ou le séchage, ça paraît lourd, ça représente 18% de la tranche de jambon, même pas 8% de la tranche de jambon, puisque 80-90% selon les industriels, c'est le porc. Et si on regarde avec le système semi-spécifique l'élevage du porc, mais vraiment dans le cycle complet, c'est-à-dire depuis le soja déforestant qui peut être importé jusqu'aux céréales qui vont rentrer dans la ration des porcs en allant jusqu'à la sortie de l'élevage, donc il y a 80 pratiques qu'il faudrait modifier dans l'abattage, etc., etc. Il y en a 2 qui font 50% du bilan carbone d'une tranche de jambon. Supprimer le soja déforestant dans la ration des porcs et couvrir les fosses à lisier, puisque chaque fois qu'un éleveur nettoie sa porcherie, ça part dans la fosse à lisier et ça émet du méthane qui est extrêmement climatogène. Si on couvre ces fosses à lisier pour les rendre étanches, on récupère le méthane d'abord, ça fait du biogaz qu'on peut récupérer par ailleurs, et on n'a pas les émissions dans la nature. C'est 25% aussi. Donc vous voyez que quand on s'attaque à l'intimité des pratiques, aujourd'hui, et j'ai la chance de travailler pour l'INAPOR qui a présenté sa stratégie hier à Angers, donc ça va avancer, mais en attaquant 2 pratiques majoritaire. C'est-à-dire qu'on a un vrai plan sur la couverture des fosses à lisier en France. 15 000 éleveurs, 15 000 couvertures de fosses à lisier. On supprime le soja déforestant de la ration des porcs. On divise par 2, là, en 1 an ou 2, on divise par 2 les émissions de gaz à effet de serre de la filière porcine. Voilà. Donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment à portée de main si on s'y met comme ça. Non, c'est bon. Non, mais c'est... Voilà, est-ce qu'il y a quelques questions ou réactions? Oui. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour. J'aurais une petite question sur le fait que vous parliez beaucoup de mesurer. Donc, c'est vrai que le critère de la quantité, c'est un vrai sujet. Mais comment vous mesurez la qualité, en fait? La qualité de l'évolution, la qualité de vie que gagnent les collaborateurs. Vous avez un baromètre? Comment... Je pense que là, vous avez raison sur 2 choses. 1, il y a beaucoup de choses à mesurer. 2, tout n'est pas mesurable. Et comme l'a dit Lionel, en plus, sincèrement, je pense qu'il ne faut pas chercher à tout mesurer. Parce que si on cherche à tout mesurer, on enserre aussi une certaine représentation de la vie collective, de la production, etc., qui n'est pas bonne. Néanmoins, il faut trouver, et c'est de ça dont je parle, finalement, même si je pense ce que je viens de vous dire, je pense aussi, pour l'avoir éprouvé depuis longtemps, qu'on ne peut pas entraîner des politiques de décarbonation, et je parle de ça, donc effectivement, je ne parle pas de la qualité de vie au travail dans ces cycles-là, qu'on va gérer par ailleurs. Mais pour piloter la décarbonation, on a toutes les métriques pour bien le mesurer, et je pense que c'est bien de le mesurer, parce que, pourquoi c'est bien de le mesurer? Parce que ça se gagne tous les jours, en fait. J'ai un bon exemple, qui est une entreprise que j'ai accompagnée pendant 20 ans pratiquement, qui est McDo en France, qui est une entreprise qui est sans doute une des seules à ne plus être sur des objectifs, puisque en 15 ans, on a réduit de 60% les émissions de gaz à effet de serre de McDo. Pour ça, il y a un référent environnement dans chacun des 1500 restaurants McDo en France. Il y a l'ancêtre de la plateforme que j'avais créée, qui est dans tous les restaurants. Tous les soirs, on sort bilan carbone, bilan eau, bilan déchets. Ça veut dire que demain matin, le référent environnement de chaque McDo qui va arriver, il va savoir qu'il a sa courbe d'énergie qui est montée de 1,5%, qu'il est en retard sur ses déchets, et il a des petits outils d'audit. Il sait quelles sont les pratiques qui le conduisent à ça. Donc il va se poser la question de savoir pourquoi il a fait 1% de plus. Et parce qu'on va comprendre ça, tous les jours, on va changer des choses. Et en changeant des choses tous les jours, on arrive à des résultats qui sont pharaoniques. Donc c'est pour ça que j'insiste tant sur la mesure, parce que c'est comme ça qu'on peut capturer l'évolution des gestes professionnels au sens positif du terme, entraînant la décarbonation. On va prendre une autre question. Bonjour, merci pour mettre en lumière le lien entre santé, économie, biodiversité, climat.
Et justement, on a beaucoup parlé de climat, de décarbonation et aussi d'embarquer les équipes. On n'a pas que le climat à traiter, on est vivant parmi les vivants. Et est-ce que dans vos actions, dans vos activités de formation, vous avez fait des fresques du climat, des formations d'1 heure sur le lien santé-environnement? Oui, santé-environnement, vous amenez un peu climat, le global. Il y a la dimension en tout cas biodiversité, par exemple. Mais la vision un peu plus systémique de limite planétaire, plancher social, santé commune, voilà. Enfin, je suis ingénieur agronome, docteur en cancérologie, et j'ai co-créé la fresque de l'économie régénératrice avec Emmanuel Delannoy pour amener une vision globale sur comment fonctionne l'économie et comment elle pourrait fonctionner différemment. Oui. Dans la formation, on a par exemple une interview d'Éloi Laurent, qui travaille, je pense que vous connaissez, une économiste qui travaille. Et voilà, donc on intègre cette dimension-là. Et puis peut-être ce que je voudrais dire, moi, pour rebondir, c'est systémique, je suis d'accord. Et ce que j'entends dans les exemples qui étaient pris, en particulier ceux de Didier, c'est qu'on voit que là, on fait travailler toute une filière et qui collabore, qui coopère. Et ça, on en est persuadé. En plus, c'est l'ADN un peu mutualiste, en se disant on s'en sortira par la coopération. Donc, coopération, par exemple, là, je vous disais tout à l'heure, on essaye de pousser à la mise en place d'une économie circulaire dans le domaine de l'optique, mais aussi des prothèses et des attelles. Pas des prothèses, des orthèses et des attelles. Aujourd'hui, la réglementation ne nous permet pas à un distributeur de revendre une paire de lunettes qui a été portée. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille, avec nos adhérents, nos entreprises clientes, qui ramènent des paires de lunettes ou des orthèses et des orthèses et des attelles. On les confie à une entreprise dont le métier, c'est de les remettre en état. Et on travaille avec des distributeurs qui, eux, sont l'interlocuteur des ministères pour que la réglementation bouge et qu'ils soient capables de les revendre. Vous voyez, c'est vraiment ce travail sur toute une filière qui permettra d'agir. Et on est même en train de travailler, là, on fait sur quelques territoires, on fait des tests avec des entreprises clientes pour se dire quels sont les sujets, en prenant le sujet dans sa globalité, les freins qui nous amènent. Et peut-être que ces freins-là, on peut les travailler et trouver des solutions. Tu parlais tout à l'heure des parkings. Des parkings vélos. Je pense que sur les parkings il n'y a pas de problème de place sur les parkings Decathlon. Pour d'autres entreprises, avoir un parking vélo, c'est impossible. Sauf qu'il y a peut-être une entreprise à 200 mètres dans laquelle, là, on peut faire le parking vélo. Voilà ce que je voulais dire. Pour répondre précisément à votre question, merci de la poser parce que ça permet d'éviter un malentendu. Effectivement, je me suis concentré sur le carbone parce que c'était la thématique. Et effectivement, je vais tout à fait dans votre sens et je me bats tous les jours pour ça. Et je vais le dire même de façon maximaliste. Le carbone peut finir par être une impasse sur le plan de la biodiversité, de la qualité des sols, de l'eau, etc., notamment en agriculture. Donc, effectivement, sur toutes les filières agricoles et agroalimentaires, mais c'est vrai dans les autres secteurs d'activité, mais c'est encore plus vrai sur toutes les filières qui touchent au vivant, on est obligé d'avoir une analyse systémique et dans toutes les stratégies qu'on conduit. Et justement, dans les modèles que l'on a construits aujourd'hui, moi, je me bats contre toutes les plateformes qui sont spécialisées sur le carbone, parce que précisément, elles peuvent avoir un modèle hyper industriel. Et effectivement, dans notre plateforme, on gère les équilibres systémiques entre carbone et biodiversité pour trouver les pratiques qui vont toucher à l'ensemble des impacts en même temps. Et ça a un effet, mais vous le savez bien puisque vous posez la question, qui est que souvent, on est effectivement moins efficace en carbone pour être plus efficace en biodiversité, en qualité des sols, etc. Et il faut l'accepter parce que le monde est complexe et vraiment, on va à des impasses si on pousse que le seul indicateur climatique. On ira vers une agriculture extrêmement industrielle. En intégrant la dimension santé, c'est souvent... c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question sur comment aujourd'hui vous arrivez à accompagner les entreprises à sortir des logiques volumiques, qui sont quand même des logiques qui conduisent à l'extraction de ressources dont on sait très bien qu'elles sont limitées. Voilà, parce que je ne l'ai pas entendu tellement dans vos exemples. Là, par exemple, nous, avec nos fournisseurs, aujourd'hui, on rembourse je prends le domaine de l'optique. Là, aujourd'hui, on rembourse des lunettes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les gens qui vendent les lunettes ont intérêt à aller sur du volume. C'est clair. Justement, là, on n'a pas encore trouvé la solution, mais on est en dialogue et on est en train d'envisager d'autres modèles. Voilà. Et pour
pour qu'on arrive... Alors, le but n'est pas forcément tout de suite de réduire les dépenses en matière d'optique, même si à un moment donné, c'est les adhérents qui payent, donc ils seront bien contents. Mais dans un premier temps, on essaye de prendre les choses en disant, mais comment on peut justement sortir d'un domaine dans lequel vous avez plutôt intérêt à vendre vous avez uniquement intérêt à vendre du neuf. Donc il y a des discussions qui sont en cours. Peut-être que ça peut être effectivement des modèles, des modèles de location, etc. Ou alors nous, on va peut-être augmenter, privilégier et inciter les gens à aller sur de seconde main, etc. Donc oui, il faudra y penser, effectivement. L'industrie, ça va faire écho sans doute à ce qui se vit chez Decathlon. Pour aller au bout de votre question, c'est sûr que c'est par les logiques d'économie circulaire. Enfin, il y a deux réponses à votre question. Il y a l'économie circulaire et faut-il rester dans un modèle de croissance ? Bon. Faut-il rester dans un modèle de croissance ? La réponse est non. Après, je pense qu'il faut éviter le débat croissance-décroissance, parce que c'est pas ça la question. Il faut que décroissent toutes les activités qui n'arrivent pas à se décarboner et qui n'arrivent pas à s'affranchir d'une ponction sur les ressources naturelles. Et il y a d'autres activités décarbonées, ne pompons plus sur les ressources naturelles, qui peuvent continuer de croître. Donc il faut sortir de cette impasse sur croissance-décroissance, je pense, pour y aller comme ça. Bon, j'espère je vois quand même des entreprises qui arrivent à un certain niveau de maturité là-dessus. Elles sont rarissimes, mais ça vient. Et puis sur l'économie circulaire, si on la prend complètement, mais c'est ce que tu disais, si on la prend complètement, je pense à l'industriel dont je vous parlais, l'idée c'est de le sortir à 100% de l'achat de matières premières naturelles pour travailler que sur des boucles d'économie circulaire. Mais l'effet que ça a, c'est qu'effectivement, il faut passer à un modèle locatif. C'est pour ça qu'on rejoint ça. Et pour passer à un modèle locatif, il faut changer le modèle marketing et changer le modèle de distribution. Puisqu'il se trouve que c'est de l'électroménager. Donc, les idées sur lesquelles on travaille, c'est que, par exemple, il y ait une armoire d'électroménager qui soit un nouveau petit métier dans chaque immeuble. Parce que si j'ai envie de faire des crêpes, ou si j'ai envie de faire des gaufres, ou si j'ai envie de faire des yaourts, et qu'il faut que j'aille à mon magasin alors que j'ai déjà le lait, je ne vais pas y aller. Alors que si je descends de 2 étages chez mon copain et ma copine, où je récupère la yaourtière, alors on a bossé là-dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens font bien confiance à leurs voisins pour aller louer, mais pas pour laver. Donc en fait, il faut une boucle de lavage qui soit indépendante de celui qui loue la machine. Et c'est ça qui fait que c'est long. Donc on a mis au point la boucle de lavage, et on a fait les tests dans plusieurs grandes villes, et ça marche. Mais il faut 15 ans pour modifier un modèle mondial, c'est l'entreprise pour modifier un modèle mondial. Mais il faut s'attaquer à ça. Donc dans l'alliance entre croissance et ça. Et l'alliance aussi, qui sont aussi l'alliance aussi avec les concurrents, en fait, parce qu'en fait, oui, c'est ce que c'est un changement de marché. Oui, c'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, pour moi, la concurrence reste, mais le curseur entre concurrence et confraternité bouge. On doit avoir plus de chantiers de confraternité tout en gardant la concurrence horizontalement. Et par contre, il doit y avoir de la confraternité monstrueuse dans les filières verticales pour aller jusqu'au dernier du dernier des fournisseurs, partager la ressource. Dans l'agriculture, ça marche très bien. Aujourd'hui, sur plein de clients, on a réussi à mettre au point des primes au développement durable assises sur le coût réel des pratiques. Et ça ne s'est pas dit dans la crise agricole parce que c'était noyé, mais ça se redistribue très bien jusqu'aux agriculteurs sur des contrats de fidélité à long terme. Donc, on y arrive, on y arrive. Merci. On va vous libérer du coup pour assister à la dernière plénière aussi, clôturer la journée. S'il y en a quelques-uns qui veulent rester encore, je crois que Lionel, tu es encore dispo, Olivier peut-être aussi, Didier aussi. Merci à tous.